m'appelle Violaine, j'ai 30 ans depuis peu. Et j'ai fait des études d'anglais et ensuite de médiation culturelle et des petits boulots qui m'ont amené à l'associatif, en gros. Et toi? Un petit parcours. Il est résumé. Il est résumé. Moi c'est Timothée, j'ai arrêté les études à 16 ans après m'être fait virer d'un lycée expérimental. Voilà, j'étais le seul à m'être fait virer de ce lycée d'ailleurs, je crois, de toute l'existence. Donc ça commençait bien. J'étais pas fait pour les études, donc j'ai pas fait d'études, j'ai fait de la vidéo pendant plusieurs années. J'ai fait des films de commande pour les entreprises. Après j'ai pas trop aimé le côté relationnel commercial qu'il y avait et j'ai tout lâché pour faire rien et vivre sans argent dans une sorte de colloque de hippie punk qui s'appelait l'Huître Rouge à la maison. Là on a commencé à faire des soirées qui s'appelaient les Mardis en Huître, qui étaient des soirées tous les mardis où on laissait libre cours à notre créativité, où on faisait beaucoup de choses. Et on aimait bien que le public participe et donc il n'y ait pas forcément de décalage entre le public et les acteurs. Ça se mélangeait un peu, le public était acteur, les acteurs étaient le public, enfin voilà, c'était intéressant, donc ça on a fait ça pendant 2 ans, c'était riche et complètement fou. Et petit à petit, moi j'ai eu envie de construire des choses avec certains de cette bande là, et ça s'est transformé petit à petit en bande de sauvages, et après moi je me suis investi pleinement dans l'association Bande de Sauvages pour créer les projets qui en découlent par la suite. On va du coup t'appeler à la deuxième question. Quel est votre projet? Décrire le projet. Le projet c'est compliqué. En partant de Bande de Sauvages, Ouais. on voit un peu la pyramide. Alors l'association, dans les statuts, l'objet de l'association c'est créer, inventer, mettre en place et expérimenter des systèmes pour bien vivre ensemble dans le respect des autres et de son environnement. Et de soi-même. Et de soi-même. Ah, oui. En gros, quand on résume un peu les choses et en utilisant des gros mots un peu institutionnels, on est dans le développement durable et la cohésion sociale, faire des choses ensemble. Et ça c'est l'objet de base, mais avec un objet aussi large, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Avec cet objet-là, on a mis en place plusieurs projets qui après sont devenus des expériences. On a d'ailleurs commencé à bannir le mot projet dans notre association parce qu'on avait l'impression que projet on l'entendait un peu partout, développement de projet, chef de projet, et que ça recouvrait plein de réalités différentes et qu'il y avait un peu des idées intentionnelles derrière, à se projeter, à imaginer l'avenir, alors que nous on était toujours dans l'expérience et dans les choses assez concrètes. Donc on a eu plusieurs expériences. On a commencé par le Café Sauvage. Avant ça, on s'est dit, on va faire un camping. Et puis on est parti là-dessus. Puis finalement, ça c'était un projet qui n'a pas été expérimenté. Ça s'est transformé en fait en un café associatif. Donc c'était en 2013-2014 qu'on a commencé à avoir cette idée-là. Et puis donc on a fait un financement participatif sur Internet qui a plutôt bien marché. Disons que c'était au goût du jour, c'était au bon moment. On va dire, ça répondait à des envies, à des attentes des gens qui ont participé, donc ça nous a donné un bel élan pour avancer. Et donc on a commencé à chercher les locaux très rapidement, donc le financement participatif c'était en septembre, en décembre on croyait qu'on avait des locaux, puis finalement ça a été plus compliqué que ça, on n'a pas eu de locaux. Et on est parti sur l'achat d'une petite caravane. L'achat d'une caravane, voilà. En fait, on en avait tellement marre, on avait ce projet de café dans un endroit fixe, un café associatif avec des idées finalement assez classiques du café associatif. Et ça marchait pas, on visitait plein de lieux, on voulait pas de nous. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on va acheter une caravane et on va faire un petit café sauvage mobile. Et au final, je trouve que ça nous a vachement formés pour la suite parce que ça nous a obligés à réfléchir. Déjà, ça nous a fait exister auprès du public et auprès des gens qui avaient envie d'aider sur des projets de ce genre-là. Et en plus ça nous a fait prendre des directions assez originales et des fonctionnements pas communs quoi. On a été obligé de réfléchir vraiment pour s'adapter à l'instant T, à notre fonctionnement, le peu de moyens qu'on avait, le fait de ne pas avoir un seul local mais d'être plusieurs avec des lieux de stockage à droite à gauche, ça a quand même été assez fondateur dans notre fonctionnement qui est très participatif et tous nos projets, toutes nos expériences ont gardé cet aspect ultra participatif derrière.
Et de gagner des gens et perdre des gens aussi. C'est vrai. Ah mais c'est intéressant. Ouais. Et Parce du que coup, c'est un mouvement continu. c'est ça. Avec cette petite caravane là, donc on avait notre café associatif mobile et on a commencé à participer à différentes manifestations organisées par la ville. Le festival Système D par exemple, la fête du vélo, qu'est-ce qu'on a fait d'autre, le hameau des possibles, plein de grandes manifestations qui avaient lieu sur la place publique et où il y avait déjà beaucoup d'acteurs et qui étaient des moments où nous on pouvait créer du lien avec d'autres acteurs de la ville et rencontrer des gens juste. Et c'était super chouette parce qu'en gros on arrivait avec notre petite caravane. Et notre dynamisme aussi qui a fait du bien. Non mais c'est vrai, ça a fait du bien aux structures qui étaient déjà existantes, qui étaient un peu en mode institutionnel, et de voir ce côté un peu péchu, un peu fun du truc, ça a redonné une sorte de motivation et c'est marrant parce que ça a fait des liens. Mais en fait c'est interactionnel, c'est pas nous qui avons ramené ça aussi, c'est la réaction des autres personnes qui ont créé une sorte d'émulsion et qui nous ont aussi vachement poussé en avant jusqu'à ce qu'on trouve un local. Oui, et donc en décembre 2014, on s'est installé dans un local avec cette expérience du café mobile qu'on avait eu. Donc pour préciser quand même tout à l'heure, le café mobile, on faisait à manger, on faisait des boissons, on faisait des ateliers, on amenait une ludothèque, une petite bouquinette avec des livres. C'était un petit emballage, quoi. Il y avait plein d'activités dedans. Donc on a pu réutiliser toutes ces activités à partir de décembre 2014 pour faire un lieu d'ouverture à tous au 36 rue Saint-Manvieux, un local qu'on a eu pendant 3 ans. Mais dans le cadre d'un café associatif dans lequel il faut être membre pour pouvoir consommer, parce que toute association a le droit d'avoir une buvette ouverte à ses membres, sinon il faut une licence. Et donc là on a fait un café associatif ouvert aux membres, donc les gens rentraient et devenaient membres. Première année, 5000 membres. C'est pareil, on était un peu surpris, genre waouh, qu'est-ce qui se passe, ça marche bien notre affaire. Enfin ça marche bien en termes d'émulsion humaine. Et puis derrière, tout ce qui s'est passé ensuite et les rencontres qu'on crée, des choses magnifiques, des interactions complètement folles. Juste le local, vous avez trouvé comment? Les locaux, enfin, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, je vais dire. Eh ben, déjà Timothée était beaucoup sur la recherche du local. On a eu on a fait plein de visites, on a essayé plein de choses auprès des institutions. On est allé voir la mairie, mais visiblement on n'était pas les seuls à demander des locaux et c'est toujours comme ça, je crois, c'est toujours très compliqué. En plus au tout début on n'est pas très connus de la mairie, ils savent pas très bien ce qu'on fait, c'est très dur d'avoir un local. C'est vraiment la partie la plus décourageante de notre vie associative, je pense. Et au final, on a fini par trouver une annonce pour un particulier qui nous intéressait, qui correspondait à peu près. Même pas vraiment au départ, justement. On faisait plein de concessions. Curiosité. En fait, je suis allé voir par curiosité cette annonce parce qu'il y avait, c'était un appartement, 2 pièces, terrasse possible. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Parce que nous, on cherchait une maison avec un jardin pour pouvoir planter des choses et faire des choses en extérieur. Et donc on allait visiter cette petite maisonnette finalement, rue Saint-Manvieux, et qui avait une super terrasse de 60 mètres carrés. Alors le lieu était un peu petit, et puis surtout la personne a bien voulu nous louer, quoi. C'est surtout ça, hein, parce que des lieux on en a visité des trucs cool, mais... Et on a même été aussi pendant quelques mois à la fabrique culturelle, la PFIM, là, qui est sur le quartier du chemin vert. Mais on s'est un peu mal compris, je pense, et finalement on n'est pas resté très longtemps. Mais c'était sympa, ça s'appelait l'atelier sauvage en attendant. C'était pas vraiment le café sauvage, c'était un atelier sauvage. On a expérimenté déjà aussi l'être quelque part. C'est ça. Voilà. Et ça c'était avant le rue Saint-Manvieux. Et on faisait un peu peur, Bande de Sauvages, le nom de l'association. On veut faire un café associatif et participatif où il n'y a pas de hiérarchie et du coup... il y a un prix libre, tout le monde peut faire à son idée, c'est prix libre. Le modèle économique était très flou pour les autres, même si pour nous il était très clair. Donc c'était très difficile de trouver. On a eu de la chance d'avoir un propriétaire qui a accepté de s'engager dans un truc un peu flou pour lui, quoi. Et nous on avait un peu aussi... rendu le projet plus soutenable, je pense. On a dit que ça allait... un peu. Ouais, voilà. On n'a pas menti, on a juste dit que ça allait être des ateliers, qu'il allait y avoir des cantines ouvertes à nos membres, ce qui était la réalité. Mais c'était plus important que ce que l'on pouvait imaginer par rapport à ce qu'on disait, quoi. Mais après, on cherchait nous un local en centre-ville, donc c'est très ça réduit énormément les possibles, le centre-ville. C'est quelque chose qui était très cher au projet et du coup ça nous a obligés, mais je pense que quand on cherche...
à ce moment-là, c'en était pas. En tout cas, je pense que quand on cherche ailleurs, en campagne, là on est en train de dire que c'est le truc le plus décourageant, peut-être que ça l'est pas toujours selon le territoire qu'on vise. Après, il y a toujours des possibilités, mais voilà, ça demande de la créativité et de l'adaptation, l'adaptativité. Donc au Café Sauvage, ce qui était très intéressant, c'est que ça crée de l'émulsion, des rencontres entre des personnes et des discussions qui ont donné lieu à plein de choses. Ça a fait une sorte d'ébullition de possibles en fait. Donc que ce soit un petit projet, une exposition, tiens on va faire une exposition, bah ouais on peut le faire au Café Sauvage vu qu'on peut le faire, c'est un espace de liberté où on peut proposer des choses. Vas-y on fait une expo, trop cool. Vas-y on fait un atelier, ça vous dit, on fait un petit atelier tricot, on dit qu'on fait ça une fois par mois, une fois par semaine, et voilà. Donc ça a créé déjà des petits projets qui sont devenus des expériences, en fait avec la possibilité de le faire. Et donc il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir pour organiser des choses ici. Et aussi des belles rencontres qui se sont faites autour de l'alimentation ou de l'école, comme l'école démocratique qui est un peu née au Café Sauvage. D'ailleurs, parce que c'est là qu'on a commencé à faire des réunions pendant plus d'1 an au Café Sauvage, qui ont ensuite permis de lancer l'école démocratique et permettre en fait aux gens, aux personnes qui avaient une belle énergie, disons avec des valeurs proches, pour construire ensemble des choses. Et c'est là qu'il y a eu ce projet de restaurant qui a commencé à faire des bruits de couloir, même s'il n'y avait pas trop de couloirs au Café Sauvage. En fait, on faisait beaucoup à manger et on était de plus en plus sollicités par l'extérieur pour aller faire des petits ateliers participatifs autour de la cuisine. Du coup, petit à petit, il y a une équipe qui s'est montée, des gens qui étaient passionnés par la cuisine. Les gens se sont rassemblés au café, ils ont essayé de plus en plus des choses un peu nouvelles avec les cantines qu'on avait qui étaient régulières et puis créer des événements en plus. Petit à petit, on a eu vraiment l'occasion d'imaginer un restaurant participatif sur le modèle du Café Sauvage. En différent, quand même. Qu'est-ce qui était différent du coup? C'est la taille du... Peut-être que ce soit tous les jours et tout. Ce qui est très différent par rapport au Café Sauvage, c'est qu'il y a une législation vraiment particulière du fait qu'on fait à manger pour du public. Donc il y a des normes d'hygiène. Et parce qu'il y a ces normes-là, il y a pas une hiérarchie, mais il y a forcément des gens qui sont responsables. C'est un petit peu plus lourd aussi. C'est un petit peu plus lourd à porter, et tandis qu'au Café Sauvage, il y avait quand même déjà des responsabilités, on faisait de l'alcool, etc. Donc il y avait déjà ce genre de responsabilité. Mais on arrivait à partager ça beaucoup plus facilement. Et beaucoup plus organiquement, on va dire. Ouais. C'était plus éthérique, je sais pas comment dire, plus fluide, pas plus fluide parce que ça coinçait aussi, il y a eu des problèmes, hein. C'est un beau projet mais il y a eu toujours des hauts et des bas dans chaque expérience. Normal. Mais en tout cas oui, il y avait cette différence là où c'était beaucoup plus facile en termes d'humain. Il y a peut-être aussi le côté, je dis pas qu'il n'y avait pas besoin de compétences au Café Sauvage, mais là il y a des compétences qu'on est obligé d'avoir tout le temps, tous les jours au restaurant, c'est-à-dire que si personne ne comprend la cuisine alors qu'on a une cuisine à faire, un service pour le midi, c'est hyper compliqué. Donc on est obligé d'avoir des compétences et une sorte de besoin d'efficacité qu'il n'y avait peut-être pas aussi avant au Café Sauvage. Il y a des engagements aussi financiers qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est le projet de restaurant, c'est plus grand, c'est ouvert au public, donc c'est aussi plus cher. Donc il y a une responsabilité économique à avoir et à prendre en compte, donc ça c'est un peu différent du Café Sauvage qui avait un budget qui était déjà conséquent, hein. C'était entre 1000 et 2000 euros par mois quand même qu'il fallait sortir en prix libre. Donc ici on a pris le parti d'essayer autre chose à un prix choisi, donc pour les plats, avec une sorte de minimum pour la survie du projet, enfin de l'expérience. Il y avait déjà ça non au café, il y avait un prix minimum? Non, il y avait une participation. Par exemple, il y avait ça pour les adhésions. Il y avait une participation conseillée, le prix coûtant et une participation conseillée, mais qui a été mise la dernière année parce qu'on essayait de gérer des trucs. En fait, on a expérimenté plein de choses autour du prix libre parce qu'il y a toujours eu des problèmes. Mais Café Sauvage, c'était une aventure du quotidien, quoi. C'était avec tout un tas de choses qui se passaient. Le temps que des fois certaines personnes fassent tout le processus nécessaire pour comprendre la participation libre. Des fois ça prenait plusieurs mois et peut-être pendant des mois ils mettaient pas d'argent. Enfin, il y avait toute une sorte d'éducation, mais c'était pas une éducation verticale, c'était une éducation qui se faisait aussi par les échanges entre les gens. Voilà. Ça nous a appris beaucoup de choses et je pense aussi sur comment améliorer le processus et les systèmes. Maintenant que le Café Sauvage a fermé en tant que lieu fixe provisoirement,
ça a créé aussi de nouvelles réflexions. Si l'idée d'un nouveau café sauvage venait à venir, quelle leçon pourrait être tirée de ce qu'on a appris pour que ce soit plus efficace dans le fonctionnement. Et le café sauvage au 36 rue Saint-Manvieu a fermé en octobre dernier. Et c'est pile la période où on a pu ouvrir ce lieu-là dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le restaurant Sauvage sur un plateau. Et là, on est dans un quartier dit prioritaire de la ville, à la grâce de Dieu. Et on a fait le choix, comme disait Timothée tout à l'heure, d'ouvrir au grand public, c'est-à-dire qu'on a un ERP, un établissement recevant du public. Et ce qu'on n'était pas avant au Café Sauvage, puisqu'on était sous le couvert associatif, il fallait adhérer pour pouvoir rentrer. Aujourd'hui, ici, n'importe qui peut venir manger et consommer des boissons, un repas, et il n'y a pas besoin d'adhérer. Donc on a changé ce truc-là qui fait qu'on est quand même un peu plus ouvert qu'avant. Parce que tu penses que c'est pas les mêmes personnes qui allaient adhérer et des gens qui passent comme ça Non, clairement, enfin c'est pas les mêmes gens, mais après on n'est pas au même endroit, donc c'est normal qu'il n'y ait pas aussi. On n'a pas les mêmes voisins déjà, il n'y a pas les mêmes gens de passage. Mais l'adhésion, c'était quand même pas un cheminement, mais il fallait être actif. Donc je pense qu'on perdait des curieux et on perdait aussi des gens à qui ça faisait un peu peur, qui n'osaient même pas venir. Qui n'avaient pas envie de s'engager, quoi, parce que ça donnait l'impression d'un engagement, même si c'était pas une grosse. Mais en même temps, c'était l'idée, c'était que les personnes ne soient pas consommatrices vraiment. Là c'est un niveau de participation qui existe quand même parce que les gens ramènent leur plateau et tout ça, il y a un petit niveau de participation. Et après l'ouverture à la participation est là, donc les gens ont le choix de participer à plus ou moins, voilà, avec un degré très minimum. Au Café Sauvage, il y avait quand même une demande d'implication. La participation libre n'était pas que économique, c'était aussi l'idée, même si je dis bien l'idée parce que ça marchait pas vraiment forcément, la participation de chacun à la vie du lieu. Voilà, avec des niveaux d'engagement quand même très différents. On ne demandait pas aux gens de s'investir 5 heures par mois au Café Sauvage, mais effectivement rien que plutôt que de laisser son verre sur la table, le ramener en bas, éventuellement participer à la vaisselle s'il y avait un rush, voilà. Et ça, au niveau de la participation, vous aviez pas assez de monde à chaque fois ou il y a eu des moments de creux? On a eu un peu de tout, hein, mais globalement il y a eu énormément de gens sur les 3 ans du Café Sauvage. Vraiment, on a vu des générations de bénévoles, c'était marrant. D'ailleurs, selon ces générations de bénévoles, des couleurs différentes dans les activités du lieu et les ambiances et tout ça, c'était vraiment intéressant à voir. Après, on a eu quand même à tout moment des gros trous dans les participations bénévoles et du coup, ça créait des tensions et ça mettait un peu en difficulté sur les horaires d'ouverture. Du coup, c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui parce que là, on ne peut pas se permettre de fermer une journée alors qu'on avait annoncé qu'on ouvrait. On le faisait souvent quand même au Café Sauvage. Au Café Sauvage, c'était donc beaucoup du bénévolat, mais il y avait quand même des salariés et il y avait quand même on va dire, une sorte de volonté utopique. Peut-être une utopie réaliste un jour, avec une meilleure méthode de fonctionnement, que ça puisse être totalement bénévole. C'est-à-dire que le lieu puisse être tenu uniquement par des bénévoles avec une sorte de turnover continu. Bon, on s'est rendu compte que c'était super compliqué, voire impossible dans l'état actuel de l'expérience. Et à voir si c'est possible. Je pense qu'il y a des lieux qui existent mais qui sont beaucoup moins ouverts, qui sont peut-être ouverts 2 jours par semaine. En France, il y a des cafés associatifs qui fonctionnent uniquement sur le bénévolat, mais c'est vraiment une ouverture moindre. Mais c'est super intéressant en tout cas. Tout ça. Et au restaurant sur un plateau, on doit être vraiment plus rigoureux sur les horaires parce qu'il y a vraiment... En fait, on peut pas se permettre de pas ouvrir parce que déjà on est dans un quartier particulier et dès que ça change trop souvent, les gens ils comprennent rien. Enfin, c'est normal quoi, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Et déjà on vient petit à petit et c'est cool, on commence à être très familier de l'endroit et à connaître tout le monde et c'est très sympa et on veut pas perdre cette rigueur là. Et en plus parce qu'on a plein de nourriture au frigo, plein de trucs qui coûtent cher et qu'on peut pas se permettre de perdre quoi. Donc si on a dit qu'on ouvrait, on doit ouvrir. Est-ce que vous organisez encore des ateliers ici? Ouais, bien sûr. Et même en dehors. Ouais. Le Café Sauvage a une activité mobile et il y a des ateliers qui se font dans divers endroits. À Caen. La semaine dernière, par exemple, il y avait l'atelier méditation à la Maison du Vélo le samedi. Ici, là, tout de suite, on est en train de faire un atelier phare breton et millefeuille andouille avec des étudiants étrangers. La semaine dernière, on a fait un camping couture où je me suis fait cette robe-là. Donc c'était 2 jours où on faisait de la couture dans une ferme à Saint-Pontet, la Demeurée. C'est toujours en fait le même fonctionnement qu'avant au Café Sauvage où on avait un comité de pilotage, donc une petite réunion, une fois toutes les 2 semaines,
où n'importe qui pouvait proposer quelque chose et s'il y avait l'envie, on le faisait. Ça fonctionne toujours pareil avec le restaurant. Mais il y a différents comités de pilotage parce qu'il y a d'autres expériences aussi. Donc, il y a la flotte sauvage, donc on a des bateaux. Et c'est pareil, il y a une sorte de comité qui gère un peu, c'est une entité, comité de pilotage plus ou moins, qui gère un peu cette expérience-là de l'association. On a un jardin aussi qui a été mis à disposition, qui est comme une sorte d'atelier en fait, enfin ça reste une expérience. Un atelier est une expérience, un restaurant est une plus grosse expérience on va dire. Mais l'association a plein de petites expériences aussi qui existent. En fait, une question hyper simple comme parlez-nous de votre projet qui peut peut-être prendre pas très longtemps sur d'autres interviews. Avec nous, ça nous engage à parler de 30 000 trucs différents, mais peut-être que pour résumer tout ça, on pourrait dire que en fait, le projet, pour le coup, le projet associatif, c'est juste de faire des choses ensemble avec les gens et de s'amuser. Et en plus de ne pas abîmer la planète, entre guillemets, enfin de faire quelque chose qui est bien pour tout le monde. Et en fait, on s'en fout un peu de ce qu'on fait. C'est la cuisine en ce moment, là aujourd'hui on est au restaurant, donc c'est la cuisine qui prend le plus de temps, mais au final, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en cuisine, il y a un migrant, quelqu'un qui cherche du boulot et qui sait pas trop quoi faire et qui a besoin d'essayer d'autres compétences, il y a moi, il y a un volontaire en service civique, enfin, il y a plein de gens très différents et nous tous, on fait ensemble la cuisine, on apprend à se connaître, on parle de plein de trucs et ça nous donne envie de créer d'autres projets à côté et d'aller faire un camping couture à la demeurée la semaine d'après et c'est ça qui nous intéresse. Et peut-être que là, avant c'était le café sauvage qui nous prenait le plus de temps, là c'est le resto. Peut-être que dans 3 ans, on vous parlera de nos projets de bateau et qu'on fera que ça, ou peut-être qu'on sera au Sénégal avec Eladj pour un projet de séjour de rupture. En fait, il y a on nous propose plein de trucs et on bouge beaucoup parce qu'on ne veut pas s'ennuyer, on veut juste faire des trucs ensemble. D'où le côté sauvage. Le sauvage, c'est un peu ce qui est, en fait, ce qui pousse naturellement selon le terreau, selon tout ça. Et il y a vraiment cette idée, le sauvage, donc il peut avoir plein de connotations. Nous, à la base, c'était vraiment l'idée de ce qui va pousser sans demander rien à personne et sans être forcément contraint par... Enfin, c'est contraint par des choses, mais en fait, par exemple, si on met une barrière, et ben, ça va pousser à côté ou dans les interstices. C'est beau ce que tu dis. On voit toutes ces images d'arbres qui se sont formées autour d'un truc. C'est ça. Et puis au bout d'un moment, effectivement, l'association est devenue comme une sorte d'arbre un peu plus grand avec ces fameuses branches. Hein. On parle souvent de cette analogie-là. Et les branches et les feuilles qui sont des petites expériences qui tombent, qui nourrissent le terreau de l'arbre et qui le font continuer à grandir. C'est beau. Et qu'est-ce que ça vous a apporté vous, dans votre quotidien, votre vie perso, tout ça? Est-ce que ça a changé des choses? C'est vrai que toi, tu as commencé tôt d'être comme ça. Bah ouais, bah oui, ça a changé plein de choses. Déjà sur l'investissement, alors c'est un peu particulier, on aurait peut-être pu le dire tout à l'heure, mais Timothée il a été salarié pendant 2 ans. Après, depuis le début du projet, il est là et il est porteur d'initiative. Moi, je faisais partie aussi des gens qui ont créé l'association en 2012. Et puis, j'ai remplacé Timothée dans le salariat quand il est parti. Et du coup, c'est un peu particulier de dire ce que ça a changé dans notre vie quand on y a travaillé en plus. Mais même avant d'y travailler, c'était un engagement... c'est un engagement personnel, mais beaucoup de temps. Et du coup, il y a plein de choses qui se mettent à tourner autour de ça. Dans notre façon de consommer, dans notre façon de rencontrer les gens, le réseau. On est à Caen ici, c'est pas une très grande ville, donc ça a changé énormément de choses dans notre rapport à l'environnement. Et je pense aussi, forcément ça fait réfléchir quoi. Déjà nous on vient avec une réflexion sur peut-être notre façon de consommer les légumes. Mais il y a quelqu'un qui aime bien l'association qui vient et qui nous parle de lui et sa manière d'acheter les vêtements et du coup bah hop, c'est exponentiel en fait. Plus on réfléchit à un truc, plus on réfléchit quoi, c'est juste en général. Moi ce que ça m'a le plus apporté c'est vraiment l'ouverture à la différence et vraiment l'expérience du fait que chacun est différent et que chacun a son droit d'être en fait. Moi c'est ça que ça m'a plus vraiment, le truc qui m'a sauté au visage, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. Il y a des règles individuelles qui nourrissent un intérêt général qui nourrit l'individuel. Et c'est un mouvement permanent entre l'individuel et le collectif qui donne une super force de compréhension du monde et une sorte d'ouverture. Ça m'a ouvert l'esprit, mais un truc de malade. Et ça m'a beaucoup apaisé sur plein de choses aussi, ça m'a donné aussi beaucoup de confiance. J'avais déjà une sorte de confiance, mais j'avais besoin de l'éprouver. Et cette expérience-là m'a donné une énorme confiance en l'humain et en l'autre.
et en notre capacité à aimer presque, tu vois, et à vivre et à faire. Et du coup une forme de lâcher prise aussi. Ouais, parce que carrément. du coup quand tu as plus confiance en toi, en les autres. Et c'est pour ça que quand on nous demande le projet et qu'on part un peu dans tous les sens, c'est assez révélateur de se lâcher prise. C'est qu'on a accepté de dire ok, on a créé quelque chose, on n'était pas beaucoup. Là on est beaucoup plus de gens, il y a plus d'envie, mais on va s'adapter un petit peu à toutes les envies et du coup le projet associatif évolue quoi. Comme les Ça, plantes chouette. sauvages diverses qui poussent ensemble et qui créent une sorte d'harmonie naturelle, une symphonie de la folie de la nature. Est-ce qu'à un moment vous avez eu peur de se lâcher prise justement? Ouais, complètement. Je me souviens qu'à un moment, on a parlé, on fait une fois par an, on fait un petit séminaire, on appelle ça. C'est un week-end entier du vendredi au dimanche soir où on discute avec les gens qui sont très investis dans l'association, ceux qui ont envie. D'ailleurs, le prochain a lieu au mois d'août, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, n'importe qui a envie, on réfléchit un petit peu au fonctionnement de l'association. Et je me rappelle d'un séminaire en particulier où on a parlé d'un comment on avait appelé ça, tu sais, un garde-fou, un comité garde-fou un peu. Parce qu'on se disait, ah, là, on commence à grandir, nous là les fondateurs, on est encore là, on garde un truc un peu, en même temps on voit qu'on dérive vers des trucs où, des fois qui nous plaisent un peu moins, on revient peut-être à des modèles de croissance, à des trucs un peu... Enfin voilà, on se posait des questions sur les valeurs fondamentales et on s'est dit peut-être qu'il faudrait presque un petit groupe de gens, une sorte de comité de garde-fou quoi. Après maintenant quand j'en parle, je trouve ça aberrant. Ouais, mais ça existe quand même. Ouais, ça D'une existe un peu, manière. mais... Et c'est quoi? C'est le regard extérieur des personnes qui vont témoigner. Mais il n'y a pas une entité qui dit ça c'est bon, c'est conforme. Non, mais en fait, il existe d'une manière. C'est un garde-fou qui nous dit attention, mais c'est un garde-fou permanent en fait. Ouais. C'est un garde-fou. C'est plus du recul Du recul, mais aussi du travail en commun et de l'acceptation de ce que les autres disent. Donc c'est aussi. Ça c'est intéressant, je prends en compte l'avis de l'autre, mais aucun avis n'est définitif. Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'on marche au consensus, donc on vote jamais, on n'est pas à la majorité, on discute toujours jusqu'à ce qu'il y ait personne qui soit contre ou qui est... Enfin, en gros, si je suis pas d'accord, on va discuter jusqu'à ce que j'ai plus rien à proposer d'autre qui marche. Donc c'est de l'auto-garde-fou. Et du coup c'est super parce que je pense que dans un système plus classique où on voterait, du coup la majorité l'emporte sur la minorité, ça crée vachement à mon avis des tensions et des accords et tout ça, et des frustrations. Là avec ce fonctionnement là, au moins on s'exprime tous. Il y a des frustrations mais elles finissent toujours, même des fois ça peut prendre un peu de temps, par s'apaiser et on retrouve une sorte d'harmonie. Mais comme l'explique souvent, l'harmonie vient après le chaos et le chaos à l'harmonie, et c'est une sorte de mouvement continu de ça. Tu fais beaucoup ça avec tes mains, ça correspond bien à notre association. Nous c'est ça un peu. C'est pour ça qu'on a des bateaux. Ouais. Il faut être souple des mains pour être bénévole chez nous. C'est vrai que ça développe la souplesse neuronale aussi. Oui, une personne inspirante, un modèle. Moi j'ai une personne et un modèle inspirant, c'est Bande de sauvages. C'est une personne morale. Une personne inspirante, il y en a plein. On a même pensé à un temps faire un petit onglet sur notre site internet pour recenser tous les gens et aussi toutes les initiatives qui nous inspiraient. Puis finalement on l'a pas fait parce que c'est hyper dur d'être exhaustif et puis de faire des focus sur des trucs. Il y a des choses un peu partout. Après. Ouais. Masanobu Fukuoka. Ouais, en tout cas pour le nom de Bande de sauvages, c'est... Agriculture sauvage. Ça a été très inspirant parce que en fait quand on a créé l'association on voulait faire de l'écologie et du jardin, des trucs la ensemble nature. Et on s'est dit que Bande de sauvages c'était bien parce que il y avait à la fois ce petit côté foufou qu'on ne peut pas nier qui est un peu cinglé et qui nous correspondait bien parce qu'on voulait être rigolo et tout, faire des trucs ludiques, et en même temps il y avait le côté agriculture sauvage qui est finalement une notion scientifique en fait. Grâce à l'agriculture, c'est Masanobu Fukuoka qui est le grand-père de la permaculture. La révolution d'un seul brin de paille. Notamment. Qu'il faut lire. Même si on n'est pas très branché à l'agriculture, c'est hyper intéressant et c'est pas juste sur l'agriculture, c'est de la philosophie mais déjà on partait de l'alimentation parce que ce livre-là il parle de l'alimentation et que se nourrir est un des actes premiers de l'humain enfin en tout cas qui permet sa survie. Même si a priori il y en a qui mangent pas, bon, on verra ça. Le respirarianisme et tout ça là. Mais en tout cas
pour en revenir à des bases plus matérialistes, on doit manger. Et du coup, en questionnant notre alimentation, d'où vient ce qu'on mange, ça nous apporte déjà plein d'autres questionnements qui nous permettent d'avancer sur ça, quoi. Et Masanobu Fukuoka a amené un beau questionnement là-dessus. Et on a été très inspiré par ça, justement par l'agriculture sauvage, une agriculture qui est en fait une sorte de coopération entre l'homme et la nature, et l'homme faisant partie de cette nature en fait. Et donc il y a vraiment une coopération entre les deux. Et la nature apporte à l'homme, l'homme apporte à la nature. Et c'est plus l'homme utilise la nature. Et ça c'était pas mal. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'un jardin ou potager partagé. Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Enfin, c'est quel genre d'agriculture? Bon, c'est de la permaculture, en utilisant le terme, voilà, ça reste du concept. Hein. Et puis c'est des tests, quoi, comme c'est pas très très grand. On a une personne qui est venue et qui a un jardin de 300 mètres carrés à Caen et qui nous a dit je vous mets à disposition, que vous faites ce que vous voulez. Donc, on a un petit groupe de travail qui se réunit tous les mercredis midi là-bas pour jardiner ensemble. Donc on expérimente, mais en prenant le temps, quoi. C'est pas mal. Et puis si toujours il y a des choses qui viennent à nous, on dit ok, on y va, s'il y a un petit groupe motivé. Sinon, s'il n'y a personne motivé, le projet, l'expérience n'existe pas, donc la question ne se pose pas. On va plus forcer les choses. Au début, on essayait peut-être de booster, d'impulser, de pousser un peu les choses. Maintenant, c'est plus, on laisse vraiment lâcher prise, quoi. On laisse aller ce qui vient. Et c'est cool. Et ça marche. Il y a des choses qui marchent et d'autres pas, mais en tout cas on apprend toujours de même ce qui marche pas, voilà. Il n'y a que de l'expérience. En tout cas c'est chouette. On s'ennuie pas. Il y a une question, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Quelles sont les difficultés rencontrées pour monter ce type de projet? Peut-être que vous avez d'autres choses. Oui, on a parlé tout à l'heure de la recherche de local, c'est ça? Ça c'est vrai que c'est une grande difficulté, mais après je pense que quand même surtout dans notre fonctionnement très collaboratif, coopératif, on a rencontré des fois des difficultés. En fait, l'humain c'est à la fois, le travail collectif c'est à la fois génial et c'est à la fois ultra complexe, donc ça fait partie des difficultés. L'humain, mais la difficulté doit pas être un frein pour moi. La difficulté doit être effectivement un truc, c'est là. Et puis c'est un apprentissage en fait, c'est vraiment l'apprentissage de comment surmonter cette difficulté-là sans coincer, sans se battre, sans être en opposition. Et justement réussir à trouver ça. Et ça c'est peut-être des fois difficile d'exiger une souplesse de la part de tout le monde, mais en même temps on l'exige sans l'exiger, c'est-à-dire qu'elle se fait naturellement. Parce qu'il y a en fait de la multi-exemplarité des uns et des autres. Je sais pas comment expliquer ça. Et parfois, des fois, une personne va être perdue et va être un peu coincant, et une autre personne va lui dire attention, t'es coincant d'une manière. Donc il y a cette bienveillance de. C'est pas tu coinces donc t'es un con, c'est attention, tu coinces, peut-être que. Voilà, essaye de regarder autrement. Et moi j'ai coincé aussi à un moment, c'était comme ça, est-ce que ça t'aide à comprendre? Et du coup, voilà, il y a ce truc. Il y a une autre difficulté que je vois, c'est quand même le temps aussi. Oh yes. Mais je crois que c'est partagé. En fait, déjà, il y a des gens salariés et des gens qui ne le sont pas. Il y a, même à l'initiative, au début du projet, il y a des gens qui travaillent à côté, des gens qui ne travaillent pas à côté. Du coup, j'ai l'impression que le facteur du temps est un truc qui est... c'est pas un problème, mais c'est un truc sur lequel il faut penser et sur lequel nous on a encore des progrès à faire. L'équilibre entre les gens et l'investissement possible de temps de chacun. C'est pas facile et là en ce moment on est à une nouvelle étape de notre histoire, développement, où ça revient sur le tapis comme une grosse question. Les différentes vitesses entre les actifs d'un projet, d'une expérience. Et je sais pas quoi dire de plus là-dessus, mais le facteur du temps est intéressant, il faut l'avoir en tête. C'est un work in progress continu, quoi. Surtout dans une société qui est un peu perdue, on va dire, où il y a beaucoup de valeurs qui volent en éclats, et notamment des difficultés économiques, des difficultés socio-économiques, sociales, et donc des difficultés aussi pour les structures associatives qui étaient beaucoup plus aidées finalement avant. Et là, on se retrouve presque à devoir avoir des challenges d'une start-up ou d'une entreprise en étant une association, parce qu'on a des besoins économiques qui ne peuvent pas être comblés par la politique
la politique, comment dire, la politique d'une ville, la politique territoriale, c'est devenu très compliqué. Et on n'en veut pas spécialement à la ville parce que eux aussi, c'est intriqué tellement avec des choses, même l'État, enfin je veux dire la France au niveau politique, elle est bloquée par aussi la politique mondiale en fait. Et c'est une sorte d'intrication super complexe. Alors on dit les politiques c'est relou, enfin ils sont cons et tout, mais c'est impossible. C'est une sorte de comment gérer un truc multifactoriel à ce point-là. C'est d'une complexité de ouf. Et du coup, nous on se retrouve pas en bas de l'échelle parce qu'on est entre l'individu et une structure politique en fait. Et en fait, c'est assez difficile. Donc ça vient poser des questions individuelles autour du temps, autour de l'argent. Et de la notion de travail, qu'il soit bénévole ou salarié, mais on a entamé une discussion sur cette notion de travail il y a 2 ans et tous les mois on essayait de lire une ressource qui était liée à ce truc-là, un texte philosophique, voilà, quelque chose qui était lié, et après de discuter autour de ça, et on se rendait compte qu'il y avait vachement de matière et qu'on avait vraiment besoin de ce travail-là, de qu'est-ce que c'est le travail, c'est quoi le bénévolat, c'est quoi le salariat, pourquoi on fait ça, pourquoi on donne du temps à cette association. Et en même temps, on a dû l'arrêter parce qu'on n'avait pas le temps. Donc voilà, c'est ça le problème, tu vois. Mais ça vient des problématiques économiques quand même. C'était passionnant par contre. On le refera. Bah quand oui, on aura plus de temps. En fait, il faudrait débloquer un peu ça, qu'on puisse avoir des moyens plus... Ouais, ça pourrait être cool, ouais. Parce qu'on fait quand même pour moi, c'est de l'utilité publique ce qu'on fait. Et ce serait intéressant qu'on trouve des systèmes, des solutions socio-politico-économiques pour ça. Ça nous aiderait beaucoup, les associations dans notre genre. Et on n'est pas les seuls, hein, beaucoup de structures. Pendant un temps, on avait beaucoup de gens qui étaient au chômage et qui donnaient presque un temps plein, enfin, presque 35 heures de leur temps à des activités de l'association. Du coup, on appelait ça les chômeurs civiques. C'était un peu comme les services civiques, mais les chômeurs, puisqu'ils étaient payés par Pôle emploi, mais en fait, ils travaillaient pour nous. Et au final, on parlait de ça, mais pour rigoler, ce mot-là, on l'utilisait de temps en temps, et à chaque fois qu'on allait voir des partenaires, toujours, hein. et ben on se disait, enfin on parlait de ce truc-là, et ils disaient ah bah nous aussi on a des chômeurs civiques alors. En fait, il y a quand même un truc quelque part, il y a quelque chose à creuser, mais on est nombreux, comme tu dis, on n'est pas les seuls dans ce créneau-là à se poser vachement de questions là-dessus, à être un peu perdu. Après, c'est des choix aussi, tu vois, il y en a qui ont été chômeurs civiques et que ça leur allait très bien de donner du temps bénévole plutôt que d'être salarié. Et c'est aussi ça qui était intéressant, c'est que dans l'association, au niveau du salariat, on a pu... chacun peut trouver sa place à peu près. Si par exemple quelqu'un a une urgence d'être salarié, on va essayer de trouver une solution. C'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, voilà. Tandis que d'autres peuvent être plutôt bénévoles, et c'est aussi, ça vient questionner. C'est pour ça que ces ateliers autour du travail et de l'emploi étaient carrément intéressants pour dire on peut tous se positionner, on peut tous être ici, participer à l'association à notre manière, et c'est intéressant. Après, voilà, avec les complexités liées à l'emploi et à l'économie. Moi, ça sort un petit peu du cadre peut-être des questions, mais est-ce que... Parce que ces notions peu comme toi qui n'est pas dans le cadre de... Ouais, je suis pas dans le cadre, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Toute cette notion justement de temps, d'économie, d'emploi qui sont vachement liées justement à ce que certains pourraient appeler le système dans lequel le mouvement Monde Sauvage est dedans, même s'il essaye de faire autrement, mais à l'intérieur. Est-ce que des fois vous ne dites pas que vous auriez pu essayer de sortir un petit peu, encore mettre un pas en dehors du système en termes de location, en termes de... Si, c'est sûr, mais je crois que c'est aussi une volonté de notre part depuis le début. Je parle pour nous deux, mais je pense qu'on partage ça avec le reste de l'association, de justement... c'est pas en faisant un truc complètement, extrêmement en rupture avec tout le reste qu'on fait bouger les gens en fait. Ça peut être exemplaire et inspiré, parce que si c'est par exemple étudié par des sociologues ou par des journalistes, ça peut être intéressant si tu es complètement à l'écart et ça peut inspirer. Là c'est pas participatif, et ça c'est pas... Voilà, et en tout cas c'est pas inclusif dans un territoire, dans une vie, dans une réalité qui existe pour une majorité de personnes. Oh, puis en ayant des grands objectifs comme ça, on n'y arrive pas. En tout cas, nous, on vise pas trop loin, comme ça, on est sûr de faire des petits trucs et petit à petit, finalement, on fait des grandes choses, je crois. Mais il faut être... C'est bien d'être ambitieux, et je trouve que c'est super cool d'avoir cette idée-là pour un après, mais tranquille. Après, par exemple, au début de Café Sauvage, moi, j'étais nourri par un élan qui venait qui était nourri quand même par un fond d'injustice et de colère.
Et petit à petit, en fait, ça s'est guéri, je dis bien guéri, pour être beaucoup plus tranquille avec ça en fait. Mais en même temps, c'est ce qui a permis une sorte d'impulsion. Moi, c'est ce qui m'a permis de m'impliquer autant dans ce projet au départ. C'était cette colère et cette injustice que je ressentais. Et au fur et à mesure, en fait, de faire ensemble et de voir qu'on pouvait être inclus dans la société, ça s'est apaisé. Et aussi, par exemple, j'ai gagné dans les questions de tout à l'heure, j'ai gagné en patience et en persévérance. Voilà. Ça c'est cool. Non mais c'est cool, je suis trop content. Avant où j'étais impulsif, machin. Non, je suis de la life quoi. Et Bande de Sauvages a été un bon catalyseur de ça. Merci, grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à vous. Donc, juste pour revenir sur ce que tu disais sur d'avoir un projet trop extrême, vous n'auriez pas réussi à amener autant de gens différents parce que vous auriez eu que des gens qui adhéraient déjà. C'est ça, ouais, carrément. Tu résumes bien le truc. Les enjeux auraient pas été les mêmes et tout est différent. Donc. Bah ouais, et puis mais la tentation peut être là des fois. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'individuellement, c'est des questions qu'on se pose régulièrement de je vais tout lâcher parce que en fait, là, je fais trop de concessions par rapport à mes valeurs. Mais régulièrement ça pèse, enfin on est tous encore là donc il y a quand même un truc ici quoi. D'une manière ou d'une autre. En fait ça pèse énormément tous les petits succès et tous les gens qui participent à ça. Enfin là juste je regarde aujourd'hui là dans le restaurant les gens qui sont là et je trouve ça trop chouette. Je me dis que là en fait si on était ailleurs dans un truc plus extrême il n'y aurait pas ces gens là. Ça me fait plaisir qu'ils soient là en fait. Ça me fait plaisir de partager ça avec des gens aussi différents. Mais même au Café Sauvage ça a été, et puis ici aussi il y a des après il y aurait 1 million de petites histoires à raconter qui sont inspirantes et qui font trop plaisir quoi, qui font chaud au cœur aussi et de personnes qui cheminent aussi et en fait et qui est pas qu'on est tous là à cheminer ensemble et à s'apprendre mutuellement les uns les autres, c'est magnifique. Est-ce que tu pourrais raconter justement une belle rencontre que tu as faite? Enfin vous racontez une rencontre et une anecdote. Il y en a tellement en même temps et à la fois. Voilà, il y a Abdul Raïk qui est là-bas. Ouais. C'est lui Abdul. Tu veux venir? Viens. Alors, bonjour. Abdul il parle pas très bien français. Ça va? Viens là. Est-ce que tu peux regarder, c'est la caméra? Bonjour, je m'appelle Abdul, comme tu sais très bien faire. Voilà. C'est toi ici. Au milieu. On a notre petit migrant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdel Khalik. Je suis à Bron. France, 3 ans ici. Ça fait 3 ans. Oui, un petit peu parler français. Si ma vie là ici est cuisiner. Oui. Un petit peu travailler, un petit peu parler, un petit peu manger. Ouais, voilà. Voilà, moi c'est ma rencontre du moment. On se connaît pas très bien et on a du mal à parler. Mais en fait on se comprend parce qu'on utilise les mains et on arrive à faire plein de trucs et on cuisine ensemble souvent. Et voilà. C'est une interview sur internet, tu pourras aller voir. Facebook? Ouais, je te l'enverrai sur Facebook. Bon, merci Abdul. À plus tard. On a des invités spéciaux sur cette émission. Voilà. Bon, on a la rencontre. Non, sinon une petite anecdote, il y en a pas mal, mais une que j'avais bien aimée qui m'était restée parce qu'elle m'avait touché sur le moment, c'est qu'on avait mis des légumes dehors qui allaient se perdre et on les avait posés là et à un moment je vois une dame qui les prend et qui part avec et en fait elle est revenue... Au revoir. Salut. À vendredi? Elle est revenue plus tard dans la journée avec de la soupe et elle a dit je vais distribuer ça au SDF. Du coup elle avait pris les légumes pour faire de la soupe chez elle et elle allait l'emmener au SDF après et elle nous a remercié d'avoir fait ça et nous on l'a remercié d'avoir fait ça et c'était cool. Ou un gars qui était à la rue et qui venait tous les jours sur internet et au bout d'un moment il a trouvé du boulot et puis il revenait nous voir et puis il a trouvé un logement, on a vu son truc, on a dit putain trop bien, enfin, c'est pas grâce à nous mais tu vois c'est grâce au lieu et au fait qu'il y ait des gens qui l'aient chaleureusement accueilli comme un être humain en fait, qu'il a pu aussi se redonner un peu confiance et avancer et ça c'est des trucs qui font, tu fais waouh trop cool, je m'attendais pas à ce genre de choses mais c'est génial.
Il y a une anecdote rigolote aussi récente là, on a eu des jeunes du foyer Léon Richet qui sont venus, c'est des jeunes qui sont, certains sont schizophrènes et du coup ils venaient ici pour une émission de radio et ils faisaient une émission sur la normalité, qu'est-ce que c'est la normalité, etc. Et en fait ils ont interviewé plein de gens ici et dans le cadre de du projet éducatif de leur structure, ils font pas mal de cuisine pour eux, ils sont soignés grâce à la cuisine entre guillemets. Et du coup, ils ont interviewé Martiche, qui fait de la cuisine, qui est bénévole chez nous. Et c'était super drôle. Ils lui ont posé une question sur la différence. Puis à la fin, ils font « Mais sinon, vous êtes cuisinier soigné ou cuisinier soignant ?» Et Martiche était là. Bah, un peu des deux. Et c'est ce flou entre les gens ici, j'adore, je trouve ça super drôle. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens de milieux d'éducs spécialisés qui viennent aussi et qui sont intéressés par ce côté, justement, il n'y a plus vraiment de soignants-soignés. Ouais, c'est assez innovant et c'est vrai qu'on a pas mal de Mais c'était pas une volonté à la base en fait, c'est juste soyons ensemble quoi. Ouais, et du coup ça fonctionne super bien, effectivement, le mélange de tous les gens. Qui sont pour d'autres structures qui vont être des publics cibles avec des pathologies ou des handicaps ou des choses comme ça, bah, nous ils sont juste intégrés et on est tous du coup intégrés, on a tous nos handicaps. C'est clair. Du coup il y a ce truc là, moi j'adore ça ici, je trouve ça très marrant. Ça arrive souvent ce genre de truc. Et les gens s'en portent connus aussi. Bah ouais, parce que du coup on se sent pas mis dans une petite case à côté sur un truc particulier. Puis on s'accepte tous avec chacun nos différences quoi. Ça c'est assez sympa. Même si on est des bobos et que c'est facile pour nous parce qu'on vient de classe populaire facile. Non, mais ça c'est un truc qu'on nous dit souvent aussi. Ouais, c'est vrai que quand on est arrivé dans le quartier, au tout début, il n'y avait rien. Je me rappelle d'être en train d'écrire sur les vitres au Posca le programme du mois ou quelque chose comme ça pour essayer de faire venir un peu les gens. Puis on nous a dit que c'était un peu bobo et tout ça, mais les gens sont revenus depuis, ils ont vu qu'on était juste une bande de pouilleux, je crois. Donc le problème se pose plus du tout. Après, il y a quand même, pour la ville, on est un catalyseur de gentrification du territoire, je pense. T'as utilisé trop de mots, je comprends pas. Je explique peut-être pour... Catalyseur donc, qui permet une réaction de changement. Et gentrification, c'est l'idée de monter d'un niveau, voilà. Pas bourgeoiser, mais disons de changer un quartier populaire en un quartier un peu moins populaire, quoi. Et voilà. On fait ça gratuitement pour la ville quasiment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non mais ça c'est un truc politique, ça c'est moi qui... C'est mon avis, qui m'est propre. Moi je sais pas, je suis toujours assez distante des grandes notions comme ça me dépasse un peu. Je vois le truc à mon échelle et je trouve ça bien ce qu'on fait. Moi aussi je trouve ça très très bien moi, ce qu'on fait, je trouve que c'est génial, j'adore ce projet de restaurant. Après ce qui est difficile c'est quand on voit que des fois on a un peu la corde, enfin on rame un peu au niveau du temps et de l'économie, que c'est un peu triste qu'on puisse pas être pris en compte économiquement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on comprend aussi les enjeux d'une ville qui sont très complexes et qui aussi de plus en plus de structures et comment on fait pour répartir l'argent au niveau du territoire. Et du coup c'est pas genre il y a la vilaine ville qui est pas gentille, qui nous donne pas de sous, ce qui n'est pas le cas. En plus ils nous donnent des sous pour le coup un petit peu. C'est ça. Mais des fois il y a quand même... Ah, ce serait mieux de pouvoir réussir d'avoir de l'argent. D'avoir un peu plus d'argent pour moins ramer, surtout pour les gens qui sont salariés. de pas avoir besoin d'argent. Bah, ouais. Ça, on va parler de l'économie bidon une autre fois. Hein. Ça serait bien. Vous êtes combien de salariés là? Aujourd'hui, on est 3 salariés. On était... Vous êtes salariés tous les deux? Timothée l'est plus. Moi, je le suis depuis 2 ans et un peu plus. Et on a Mathieu et Lisa en plus qui sont depuis depuis presque 2 ans pour Mathieu et presque 1 an pour Lisa. Et eux deux, ils sont arrivés vraiment en renfort sur ce projet de restaurant. Et pour donner, du coup, pour que le projet devienne une expérience, ils sont arrivés à ce moment-là. On pense continuer à embaucher un petit peu, mais enfin on est encore dans des questionnements, mais là on a une activité qui est trop riche pour le nombre de salariés qui coordonnent le bazar quoi. Et du coup c'est un peu difficile et en même temps on n'a pas envie de trop s'agrandir, c'est pas le but. Enfin on est en train de chercher un peu le rythme de croisière, c'est un peu... on se pose des questions.
Ouais, je je pense qu'on... ouais, vas-y. Mais non, mais on pourrait presque Ouais. se retrouver sans salarié demain et réessayer des trucs. Ouais, c'est Enfin, ça changerait. C'est pas un problème en fait. C'est ça qui est cool. Et c'est le fameux lâcher prise encore. Ouais. Et moi, je pouvais plus être salarié, j'y arrivais plus. Et puis j'ai accepté en fait que ça ne m'allait pas. Et du coup, j'ai lâché cette idée de devoir être salarié. Mais que ce soit de l'association ou d'autres choses d'ailleurs. Et ça m'a aussi permis de m'accepter tel que j'étais et de comprendre que moi c'est un truc dur pour moi et que je ne vais pas forcer les choses. Donc, ça m'a permis de comprendre que j'étais pas fait pour le salariat. Voilà, alors c'est difficile parfois. Pourquoi? Tu peux expliquer un peu? J'ai bien essayé, hein, mais c'est comme j'ai essayé quand j'étais à mon compte pour faire des vidéos d'entreprise ou j'ai monté une friperie ou quoi. À un moment ça coince, j'essaye de forcer pour faire comme il faut dans la société, comme il faudrait que ça marche, avoir tous les... Enfin, la responsabilité d'une entreprise, rentrer dans les cadres et tout. Et j'ai essayé et je n'y arrive pas. Du coup je me suis dit bon je vais lâcher ça, je vais faire autrement. Et du coup c'est en ça que j'ai découvert de nouvelles capacités de moi et je me dis ok mais je peux inventer ça d'une autre manière. Et après ça c'est vraiment un regard personnel qui regarde pas l'association et c'est pour ça que maintenant je suis moins travaillant dans l'association mais plus accompagnant de structures qui se montent. Parce que moi ma force c'est vraiment d'initier, d'impulser ça. Je peux donner un bel élan, que ce soit à des personnes ou à des entreprises, donc je me suis dit ça ce sont mes capacités. Et voilà, et j'aimerais, effectivement, moi j'utopise l'économie du don, c'est-à-dire tout le monde donne, donc si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Et il n'y a pas forcément un échange, je te donne ça, donc tu me dois ça. Voilà, j'aimerais, ça c'est mon idéal de vie, qui ressemble à certaines communautés d'ailleurs amérindiennes. Je vous conseille de regarder un truc sur les Zo'e, Z-O'. E, qui est un peuple primitif qui ne connaît pas du tout l'échange. Ils sont complètement interlocutés dans le fait que voilà, c'est dans le partage et non pas l'échange. Après c'est vraiment utopiste dans notre société et je rêve pas d'une société tout de suite qui existe comme ça, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup plus et j'aime bien travailler sur ces questions-là et le prix libre pour moi c'est quelque chose d'important parce que ça va vers quelque chose comme ça. En tout cas ça fait réfléchir à ça et ça m'intéresse. Et moi je me sens plus à l'aise avec l'économie du don qu'avec l'économie de l'échange. Mais ça c'est encore un questionnement, une réflexion qui avance en moi et qui me permet de concevoir mon projet personnel mais lié avec les structures associatives qui sont pour moi une politique directe qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de soutenir de toutes les manières possibles et imaginables à la mesure de mon fonctionnement. Ce qui te dérange dans ce rapport d'échange, d'argent, tout ça, c'est quoi? Ça pervertit les relations? En fait, c'est même pas que ça me dérange, c'est que c'est quelque chose que je crois que je comprends pas trop naturellement et que je me suis toujours forcé à faire. Mais donnant, ça te parle pas? Mais non, donnant, ouais, non. C'est une question d'attente. Peut-être, ouais, mais en fait, au début je mentalisais et tout ça et pour en faire une sorte de conviction, mais c'est même pas une conviction, c'est juste que moi personnellement c'est comme si depuis le début c'était compliqué pour moi ce truc de mérite ou d'échange. C'est comme si t'aimais quelqu'un et t'attendais qu'il t'aime forcément en retour. Voilà, ouais peut-être. Pardon, je t'en profite pour faire une petite psychanalyse. Tu m'aimes pas, c'est ça? Bon, on va passer à ça. C'est quoi ton point fort toi? Pour l'association, je crois que je suis assez rigoureuse. C'est une vraie maman. Une vraie maman. J'aime bien organiser les choses et en ce moment je me rends compte que je suis aussi assez attentive aux gens. Enfin, j'ai une vue compréhensive, non, comment on appelle ça? Qui est au global, un peu global, ouais, du coup essayer de prendre un peu en compte tout le monde, ce qui est pas mal parce que du coup j'assume le rôle de coordinatrice depuis 2 ans et quelques et... Qui te va bien. C'est gentil et du coup c'est important de penser à tout le monde et d'être empathique avec les gens et d'essayer de penser vraiment à ce que à tous les niveaux chacun puisse s'insérer. Parce que tout le monde soit assez confortable, ouais. Soit pas trop mal à l'aise dans cette situation. Quand tu dis en fait c'est une maman, il y a un peu ça je mais crois. Oui, mais carrément. Et c'est pour ça, hein, je dis, on est les papas et la maman de l'asso. Au moment de créer l'association, je travaillais en tant que chargée de communication. J'ai aussi travaillé en tant que prof de français pour les étrangers. Et j'ai été aussi volontaire en service civique dans une association qui faisait de la promotion du court-métrage sur le territoire. Enfin, plein de petites expériences qui ont vachement nourri la pratique qu'on a aujourd'hui dans l'association.
en termes en tout cas d'outils, de techniques, de coopération, etc. Et je pense que du coup j'ai amené aussi un petit côté d'organisation. Ce qu'a dit votre entourage, votre famille, vos amis qui n'étaient pas forcément dans le même délire. Ouais, ils ont dit allez brûler en enfer. C'était une famille de cons. Pardon. Non, sérieusement. Ah, sérieusement. Bon, je commence parce que t'es pas sérieux. Moi, globalement, tout le monde trouve ça super chouette. J'entends que des retours positifs. Je pense qu'après, depuis que je suis salariée, j'ai mes parents qui sont un peu... qui me charrient un peu sur l'aspect... le manque de... Comment on appelle ça d'ambition. Le manque d'ambition de carrière, un peu... C'est parce que quand on est salarié et qu'on travaille énormément et qu'on ramène pas un très gros salaire à la maison pour les parents qui sont habitués à des schémas classiques, il y a toujours une petite anxiété pour les enfants. Ce que je peux leur reprocher ou pas, mais du coup on me vanne souvent sur ma précarité, mais sinon à part ça, vraiment que des retours très très positifs et plein de gens qui sont même assez inspirés comme ça et à qui ça donne des envies, c'est super chouette je trouve. Toi ? Donc moi on m'a dit ah non. En fait au départ il y a pas mal de personnes qui croyaient pas trop au projet quand même, qui avaient envie d'y croire mais qui disaient ça va pas marcher, ce truc de prix libre je sais pas trop, est-ce que les gens vont... Enfin, voilà, il y avait un peu de doute quand même et de peur. Et en fait de plus en plus il y a des gens de mon entourage ou de ma famille qui sont commencent à se rapprocher un peu, genre c'est quand même pas mal ce truc, et puis ça peut peut-être m'aider aussi moi à comprendre des choses et puis au final à dire waouh c'est génial et tout, tous ces projets en fait il faut qu'on revienne plus à l'humain, il faut qu'on revienne plus à l'entraide et au partage et tout ça et depuis ça a inspiré beaucoup effectivement et généralement nos questionnements permettent aux personnes de se remettre en question, mais enfin aux gens un peu plus extérieurs, parce que nous on se remet en question en permanence par nos réunions, par nos échanges et tout, donc c'est beaucoup plus concret on va dire, mais aussi pour les gens extérieurs qui voient certaines méthodes de fonctionnement et qui vont quand même se questionner, même quand on rencontre des personnes, même des élus qui sont pas habitués, ou des personnes qui sont pas habituées forcément à ce fonctionnement-là, qui vont dire c'est marrant quand même, qu'est-ce qu'il y a? Non, je repense à un journaliste, mais je raconterai après. Bah vas-y raconte, c'est cool, moi j'ai fini. Hein. Moi je repense quand on a ouvert le restaurant, du coup on a eu quelques journalistes qui sont passés pour savoir ce qu'on faisait ici, etc. Et je me rappelle d'un journaliste qui était super drôle, malgré lui je pense, parce qu'il me... En gros il nous voyait vraiment comme une bande de hippies, donc il commence, il fait bon alors là ouvrir un restaurant associatif à la grâce de Dieu c'est un petit peu comme prendre un van et aller dans le Larzac. Et du coup t'es là... c'est-à-dire... non Et je me rappelle que quand il est parti, on a toujours des choses à donner ici, soit des restes de bouffe, soit là vous êtes arrivés, on avait du gazpacho, vous allez sans doute repartir avec une bouteille, vous voyez. Et bah lui quand il est parti, j'ai dû lui proposer voilà une bouteille de gazpacho. Oh là là, merci ma petite dame, mais moi j'ai un salaire hein. Ok, donc bon, c'était hyper drôle. Il m'a dit, ah oui c'est encore mieux, il m'avait dit c'est mignon tout plein, mais mais j'ai pas besoin de ça. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des médecins, des ingénieurs, des pharmaciens qui viennent ici soit s'impliquer, soit manger. Oui voilà, Soit en récupérer fait, des choses. Je pense qu'il y a un regard extérieur, des fois le plus négatif qu'on puisse avoir, c'est ça, c'est un peu l'idée qu'on est réservé un truc social et... Ça c'est dommage quoi, mais c'est assez rigolo. Moi j'aime bien rappeler ça, qu'il peut y avoir justement un clodo comme un ingénieur. Ouais c'est clair, mais du coup dans la façon de nous concevoir j'avais trouvé ça assez rigolo. Oui c'est voilà. Donc voilà, bah là on est dans le Larzac, ça fait 6 mois qu'on a installé. Le fameux Larzac. Le fameux Ah non, le Larzac. Le Larzac. Je me rappelais pas qu'il y avait ça dans le Larzac. Retourne dans le Larzac. Une question badante. Avez-vous eu envie d'abandonner? Moi j'ai abandonné. Je suis partie 1 an. Mais bon, c'était plus parce que j'avais aussi des opportunités de faire autre chose pendant 1 an. Mais du coup, c'est marrant, juste avant que le Café Sauvage ouvre, en gros j'avais cette opportunité de partir voyager.
bref. Et je me suis posé la question, est-ce que je continue à travailler à fond de chez moi, sur internet, je continue à suivre tous les comptes rendus, je participe sur Facebook, tout ce que je faisais avant, est-ce que je continue à le faire de chez moi? Parce qu'il y a quand même plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire à distance. Puis finalement je me suis dit non, ça n'a pas de sens de le faire de loin, donc j'ai abandonné vraiment pendant toute cette période-là. Ce qui était du coup génial parce que quand je suis revenue, ça avait évolué et moi ça m'avait fait du bien de savoir que j'étais pas indispensable. Violaine elle est partie genre la veille de l'ouverture, un truc comme ça, du Café Sauvage. On avait passé 2 ans à bosser à fond, j'étais vraiment beaucoup impliquée et je pense que ça m'a fait énormément de bien de me rendre compte que voilà, j'étais pas indispensable, ça existait toujours sans moi et qu'en plus quand je revenais il y avait encore une petite place pour moi si j'en voulais, en tout cas je pouvais encore en refaire une place quoi. Donc c'était génial, faut abandonner des fois. Après moi ça me pose la question de qu'est-ce qui est abandonné, parce que je sais pas trop. Moi j'ai lâché des choses dans l'association mais je sais pas, je considère pas ça comme un abandon, je considère ça comme un choix de positionnement. Et par contre, ouais, c'est pour ça je sais pas, abandonner ce serait, je sais pas ce que ça pourrait vouloir dire. De plus jamais revenir, plus donner de nouvelles. Ouais mais ça me paraît impossible. Plutôt dans la construction du projet, quand le projet était même pas encore né, quand vous l'imaginiez, à un moment vous avez dit c'est trop compliqué, ça va pas le faire. Non, tant que c'est pas fait c'est impossible, enfin ouais, allez. Non parce qu'en fait, abandonner, peut-être abandonner, si on pourrait abandonner une image toute faite de ce que le projet pourrait être. Ouais, abandonner des préconçus. Bon bah ça j'abandonne parce que ça se transforme et c'est pas du tout en quoi. Oui ça dans ce cas-là ouais. Ouais mais en fait tant qu'il y a, pour le coup, tant qu'il y a un besoin, s'il y avait une envie de créer un truc au début, c'est qu'il y a un besoin, donc tant que le besoin est pas satisfait pour les porteurs, c'est dur d'abandonner, enfin t'abandonnes pas. Tu peux pas. Enfin, ça dépend, le besoin est toujours là quoi. Donc non, la réponse est non monsieur. Bah, sur d'autres projets, moi j'ai abandonné sur d'autres trucs mais parce que je pouvais me le permettre, parce qu'il y avait des projets qui fonctionnaient, qui étaient cool. Enfin voilà, on avait un projet de camping sur lequel... sur lequel on a bossé avec Quand la mer, et là il a été abandonné parce qu'il y avait vraiment des complications, enfin après je ne vais pas raconter dans les détails. Et par exemple ce projet là, il a été abandonné, je le considère. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu Bande de Sauvages, ça aurait été différent. J'aurais peut-être continué d'une autre manière sur ce truc là. Parce que pour moi c'était une nécessité à ce qu'il y ait des espaces magnifiques, enfin je dis magnifiques comme Bande de Sauvages, enfin des énergies géniales, mais après finalement on se rend compte qu'il y en a partout en France qui commencent à éclore et peut-être en fait une autre expérience ailleurs, ça pourrait être cool aussi en fait. Et puis peu importe au final si c'est Bande de Sauvages en tant qu'identité ou si c'est juste des énergies cool dans lesquelles s'insérer qui veulent essayer juste de kiffer ensemble en fait. Peu importe en fait si c'est Bande de Sauvages ou quoi que ce soit d'autre. Ouais c'est vrai. Ouais, la dynamique elle existe en fait quoi. Un petit mot pour ceux qui voudraient se lancer. Alors c'est vous. Est-ce que tout le monde a fait ça non? Si on peut dire, contactez-nous. Ah oui, on peut aider un petit peu s'il y a besoin. Et même si vous avez un petit projet, vous voulez vous expérimenter sur un petit truc, est-ce que je suis capable de monter un projet? Envoyez amour au 3880. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai, on peut un peu aider parce que ça nous est arrivé beaucoup que les gens viennent nous voir et disent ah bah on aime bien la manière dont vous avez dépatouillé le truc, peut-être vous pouvez nous aider à le faire un peu chez nous. Donc c'est vrai qu'on accueille souvent des mais gens que ce soit ça ou quelqu'un qui a envie de cuisiner et qui aimerait bien peut-être se dire j'aimerais bien monter un resto mais je sais pas, j'aimerais bien m'expérimenter à la cuisine, et ben ici il peut le faire en fait d'une manière. En fait, non pas faire une formation, mais là il peut venir s'expérimenter dans le réel, dans un restaurant, et ça peut être intéressant. Et mais après ça peut être aussi d'autres projets, de venir échanger ici, ou même monter un projet avec nous, enfin avec l'association, parce qu'on a une structure, on a un peu de fonds et ça peut permettre de lancer. Et pour moi, je pense que c'est peut-être pas arrivé vraiment depuis, mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui a une envie liée avec ce qu'on fait, avec les valeurs, il y a moyen que ça se fasse, quoi. Et des fois, ça peut être un premier jet avant de monter soi-même son association. Ça c'est le petit mot qu'on pourrait rajouter. Mais... Sinon peut-être aussi de s'inspirer de ce qui existe, parce que des fois quand on crée un projet, ça dépend où on en est de sa vie, mais on a l'impression qu'on doit inventer un truc. En fait, il y a déjà plein de trucs qui existent qui sont super et enfin, je pense que globalement les gens qui sont dans un état d'esprit à faire avancer les choses,
j'allais dire changer le monde, c'est peut-être des grands mots quand même, mais bon là, apporter des initiatives innovantes, on n'est pas dans des trucs à pas vouloir être copiés, au contraire, on est plus dans un truc, allez, on réutilise tout ce qui existe, on pioche et on améliore, on remet du coup notre énergie, nos idées et quelqu'un d'autre va les réutiliser. Enfin, donc s'inspirer de ce qui existe, je crois que c'est cool en fait. Enfin, pas essayer de réinventer la poudre à chaque fois parce que de toute façon elle existe déjà et il faut mieux savoir ce qu'on va faire de cette poudre. Des gros gains. Ah ouais, c'est de la poudre comme ça. C'était pas l'expression ça. On va pas mettre ça dans la vidéo. Hein. Inspirer les gens. S'inspirer de ce qui existe en tout cas, c'est bien je pense. Moi je dirais vaincre la peur de l'échec en se disant que ça n'existe pas vraiment l'échec et plutôt que de voir grand, voir petit, commencer petit, quelque chose C'est vraiment. Gandhi ça. Ah ouais, il disait ça? Je crois ouais. Ouais, c'est vrai, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'est bien connu dans les milieux d'entreprise aussi. Mais ouais, si tu commences par un petit truc, ça te donne la confiance pour faire un plus gros truc et tout. Ça peut être pas mal. Ouais, puis après, de pas griller les étapes, quoi, au final, c'est trop bien l'enthousiasme. Oui, mais des fois, griller les étapes, peut-être ça peut amener des choses. Ouais, bon. Je sais pas. Bon, enfin bref, on pourrait avoir plein de conseils, mais regardez les trucs qui existent sur internet. Comment monter un projet? Écoute ton cœur. Il faudra couper vraiment. Je pense qu'on a commencé à déconner depuis 10 minutes, mais avant c'était pas trop mal. Il fait beaucoup trop chaud depuis qu'on a fermé la porte. Désolée. C'est comme ça depuis le début. Pour les étapes du projet, il faut aller regarder ici. Mais où ici? Ah là, sous la table.